Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous voilà enfin dans le mois du football africain. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 s'ouvre dans 15 jours. Les écureuils sont en stage bloqué depuis ce lundi à Ifrane au Maroc. Nous allons vous donner des nouvelles de ce côté. La finale de la Coupe du Bénin édition 2019 va opposer Usaï Football Club à Aspac à René-Pleven le 16 juin prochain. Les deux équipes ont obtenu leur sésame hier lors des demi-finales de cette édition de la Coupe du Bénin. La bataille pour le titre en Ligue 1 et en Ligue 2, c'est le championnat, fait rage. Il n'en reste moins pour le maintien. Restez connectés et nous allons vous présenter les différents cas de figure pour le maintien et pour la course au titre. D'autres informations pêle-mêle viendront meubler le premier numéro de Sport Plus de ce mois de juin 2019. L'équipe est déjà en place. Je suis là en plateau avec René José Sabo. René, bonjour. Bonjour Larios, bonjour aux amis téléspectateurs. Merci de nous rejoindre. Fidèle compagnon de tous les jours presse, Arnaud Akakpo, bonjour. Bonjour Larios Diagbenon, bonjour chers internautes. Et nous retrouvons Fidèle Akorodia, rédacteur en chef de Ado FM, Ado TV, pour ce numéro. Heureux de vous retrouver, Fidèle. Bonjour Larios, bonjour amis internautes, bonjour amis téléspectateurs. Heureux une fois encore de vous retrouver. Je dédie cette émission au président de la Confédération, Ama Ahmad. Nous allons retrouver tout à l'heure Abdul Fattah Sani pour prendre les nouvelles de la Vitalor Ligue 3. Le tirage au sort des playoffs a été effectué ce jour et vous aurez les affiches comme je vous l'annonçais. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité sportive au plan national après ceci. Le tour d'horizon de l'actualité sportive au plan national va être consacré essentiellement à la Coupe du Bénin 2019. Depuis 2014, cette compétition ne s'est plus déroulée au Bénin et la 33e édition, la finale de cette 33e édition va opposer Usaï Football Club, l'équipe professionnelle de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel à l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Ce sera le dimanche 16 juin prochain à René-Pleven de Cotonou. Mais avant, retour sur les demi-finales disputées ce mercredi à Lokossa et à Boycon. Du côté du stade Paulin Tomaraga de Boycon, Usaï Football Club a sorti en demi-finale Beke FC de Bembereke au bout du suspense. Mené par deux fois sur des erreurs de leur dernier rempart et capitaine Marcel Dandinou, les poulains du coach Richard Biot ont fait montre d'un état d'esprit irréprochable pour rétablir la parité dans les ultimes secondes du temps réglementaire. Égalisation signée Eric Sewa à la 94e minute. Voici les moments forts de cette demi-finale avec un public chaud.
Fautif sur les 2 buts encaissés par son équipe, Marcel Dandinou est passé de 0 à 0 lors des séances fatidiques des tirs au but, en arrêtant notamment 2 tirs des guerriers de Bembereke, et tout ceci avec le soutien du public du stade Paulin Tomaraga de Boycon, un public qui était acquis à la cause de Esaü Football Club. Gens qui rient, gens qui pleurent, on dit à de pareilles occasions. À la fin de la rencontre, les réactions étaient contrastées dans les 2 camps, suivant les 2 entraîneurs, Richard Bior et Malik Amidou. C'est une déception, il faut le noter, c'est une déception. On ne peut pas mener jusqu'à, comme vous l'avez dit, à l'ultime seconde où il fallait pas accepter que le ballon vienne dans son camp. On l'a accepté parce que on s'est amusé avec le ballon là sur le côté et que l'adversaire a récupéré. Donc ils ont... J'ai plutôt apprécié leur état d'esprit parce que même mené à 3000 lorsque l'arbitre levait les arrêts de jeu, ils y ont cru, ils se sont défoncés et ils croyaient toujours jusqu'à la dernière minute et c'est arrivé. Et vous allez constater que lorsqu'on a voulu démarrer la séance des tirs au but, je me suis rapproché de lui, j'ai dit bon, tu as fait 2 erreurs de main. Est-ce que tu es encore dedans? Si tu n'es pas dedans, j'ai encore un changement, je peux faire venir ton remplaçant. Il m'a dit coach, je vais me rattraper à la séance des tirs au but. Fais-moi confiance. J'ai dit bon, si tu me rassures, vas-y. Et chose faite, il a pris tous les pénaltys. Une bonne équipe, elle n'a pas démérité, c'est une bonne équipe. Elle a su profiter des erreurs, donc voilà. Ça a payé cash. Vous vous êtes toujours dit, moi je prends les matchs les uns après les autres. Nous allons nous apprêter, c'est une finale. Quand on va en finale, on ne joue pas une finale, on va pour la gagner. Donc je vais mettre les ingrédients qu'il faut. Mais comme titre, j'en ai remporté, comme vous venez de dire, j'en ai remporté avec les requins, plein. Maintenant, il s'agira d'un adversaire de taille aussi, qui joue bien au ballon. Donc nous allons nous atteler, travailler pour aller chercher cette victoire. Esaü Football Club, qui était dénommé auparavant Adjobi FC de Sakété, jouera ainsi sa première finale de l'histoire de la Coupe du Bénin. Et il faut dire, pour cette finale, Esaü aura fort à faire
face à un ancien vainqueur de la compétition, l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. L'équipe portuaire a éliminé la jeunesse athlétique de Cotonou, Jacques, à Lokossa, grâce au strict minimum 1-0. C'est le score final de cette seconde demi-finale. Et ici, j'ai en plateau Arnaud Akapo, qui a suivi cette demi-finale du côté de Lokossa. Arnaud, comment les choses se sont passées? Jacques a joué ou Jacques a déjoué? Pour le Jacques que je connais, ils ont un peu déjoué. Peut-être que c'est grâce à la tactique mise en place par Luc René Messan aussi. Sinon aussi, Jacques a aligné une équipe que je ne connaissais pas trop parce qu'il n'y avait pas Raman Adjanakou sur le terrain, mais à côté de lui, dans l'axe de la défense, il n'y avait pas un certain Thierry Arrové qui servait de avant-dernier rempart dans l'axe de la défense. Maintenant, quand vous allez en milieu de terrain, c'est vrai, Lucky Rekiagrossou, c'est un vieux de la vieille, on le connaît, il a joué les presque 2-3 derniers matchs du club, donc il n'y avait pas un certain Aruna Chouaïbou comme titulaire, le joueur qu'on appelle souvent Ngiefi, il n'était pas dans cette équipe-là. Et donc voilà, Jacques a joué, mais quand on voit un peu comment est-ce que ça s'est déroulé, on peut dire que le résultat 1-0 que Aspac a eu pour la fin de cette rencontre-là, c'est un peu en deçà de ce qu'on a pu assister parce que tout au long de cette rencontre-là, surtout les 45 premières minutes, l'équipe de l'association sportive du port autonome de Cotonou a fait presque tout le match dans le camp de la Jacques avec des occasions à la perle et ça n'a pas abouti. C'est pratiquement dans la deuxième mi-temps, à la 54e minute, que l'ASPAC a pu avoir trouvé le chemin des filets grâce à une frappe somptueuse de Jérôme Bonou qui, lors de la première mi-temps, avait manqué, je dirais, une reprise de volée sur un centre venu de la droite de la défense d'Aspac, un centre expédié par Benaï Mavo. Il s'était élevé, il a voulu faire un retourné acrobatique, ça n'a pas marché et donc il s'est racheté lors de la deuxième mi-temps pour mettre ce but-là. C'était le but qu'il fallait pour aller en finale et donc l'essentiel a été fait. On retiendra juste que deux équipes joueuses, deux équipes qui aiment circuler le ballon sur l'aire de jeu se feront face pour le compte de cette 33e édition de la Coupe du Bénin. Et Fidèle Akolodia, est-ce qu'on peut déjà dire que ce sont des équipes, des belles finalistes que nous avons pour le compte de cette saison? Nous sommes pratiquement à la fin de la saison 2018-2019 en regardant le parcours de ces clubs déjà en championnat et dans cette coupe. Oui, on peut le dire ainsi, l'Arios Sadiagbeno, dans la mesure où, écoutez, ceux qui arrivent en finale de la compétition sont les meilleurs d'une manière ou d'une autre. Même si dans le championnat, vous marquez le pas, que sur des matchs couperés, vous arrivez à engranger des victoires, vous irez en finale. Donc, si on doit suivre un peu ce qui se passe dans le championnat, personne ne vendrait cher la peau de ces deux équipes qui ont validé leur billet pour la finale. Donc, il y a deux compétitions. Les deux compétitions sont la même, ce n'est pas les mêmes objectifs. Donc, je pense que Esaü et Aspac sont de belles équipes qui ont pu accéder à la finale. Donc, on leur dit du courage et que le meilleur gagne. Peut-être qu'on va revenir faire le débat, sinon, moi, je n'ai pas d'a priori par rapport à cette information, dans la mesure où ce sont les clubs qui se sont engagés pour cette compétition et in fine, ce sont les deux qui ont pu tirer l'épingle du jeu. C'est déjà bien. René Sago, de votre côté, est-ce qu'on peut dire que cette jeune formation de Esaü Football Club est l'invité surprise de cette finale de la Coupe du Bénin 2019? Ben non, pourquoi vous parlez d'invité surprise? Parce que lorsque vous prenez le parcours d'abord de Esaü dans cette 33e édition de la Coupe du Bénin, vous vous rendez compte que cette équipe a eu un merveilleux partout parce que déjà, au premier tour disputé les 16 et 17 mars, Esaü a sorti la jeunesse sportive de Koubert, 2-0. Au deuxième tour disputé le 3 avril,
Esaü a sorti les Panthères du Djougou 2-0. Et n'oubliez pas, hier, il avait l'équipe deuxième actuellement du championnat et dauphin des Buffles qui était en face d'Esaü. Et le score final, vous l'avez vu, 2-2. Et il a fallu les tirs au but. Donc, vous vous rendez compte que les adversaires que Esaü a eu n'étaient pas des moindres. La GSP, les Panthères et bien sûr Béquet, qu'ils avaient tenu en échelle sur leurs propres installations il y a quelques semaines. Maintenant, idem pour Aspac. Aspac, au premier tour, qui a sorti au tir au but Ayema, un partout, 3-4. Et ensuite, Aspac qui a fait cet effort, le gros culot, de battre les Buffles, 2-1. Culot carrément. Voilà, je dis culot parce que en ce moment, Aspac était en baisse de forme, mais il a fallu requinquer l'effectif et battre les Buffles au deuxième tour, à l'écart des quarts de finale. Il faut le faire. Avant hier, cette victoire face à Jacques. Jacques qui est une équipe de coupe, qui est quand même 11e au classement, mais qui a causé quelques petits ennuis. Mais vous savez, Aspac a pour objectif ce trophée et il va falloir que cette équipe négocie ce Graal, comme l'a appelé bien sûr l'entraîneur René Messin hier, en finale le 16 juin prochain, face à qui? Esaü. Donc, finale méritée selon moi pour les deux équipes et surtout pour Esaü, à qui nous souhaitons quand même une bonne chance. Voilà. Oui, avant de revenir ici pour analyser les chances des deux équipes pour le titre final, un jeu de pronostic fidèle à Korodia, quand vous suivez ces deux formations, laquelle de ces deux équipes peuvent faire le jeu pour soulever Dame Coupe écoutez, j'aime pas les pronostics, mais franchement, moi, mon cœur est en train de battre pour Esaü. Esaü, ce serait justice, juste pour encourager cette équipe qui est en train de monter petit à petit dans le championnat béninois. Ça pourrait faire naître quelque chose au sein de cette équipe. Donc, maintenant, si à la fin il ne gagne pas, on ne va pas regretter non plus, parce que c'est déjà bien de jouer une finale du Coupe du Bénin. Ça va rentrer dans les palmarès. Maintenant, s'il arrive à soulever le trophée, pourquoi pas? Ce n'est que mon avis. Et je pense que le reste, ça va se passer sur le terrain. Je suis sûr que depuis que vous êtes en train de parler, d'exprimer votre avis, votre opinion au sujet de cette finale ou d'une éventuelle victoire de Esaü Football Club à la fin des 90 minutes ou peut-être aux séances fatidiques des tirs au but. Quelqu'un qui est immédiatement à vos côtés, vous regardez avec... C'est vrai qu'il ne va pas écoutez, de chimère, mais... Non, mais il faut comprendre, hein, lorsque vous prenez les deux formations qui sont en lice pour cette Coupe du Bénin qui va se jouer le dimanche 16 juin prochain, il faut quand même comprendre que ce sont deux formations de coupe. C'est vrai, Esaü, quand vous prenez son parcours lors de cette compétition-là, c'est 3 matchs. Et avec autant d'intensité, ils ont marqué des buts JSP, Panthère, qui étaient des formations qui étaient en tête de classement. C'est vrai que lorsqu'ils jouaient Panthère, le club était un peu en dedans, mais c'est un club joueur, sinon c'est une équipe joueuse. Donc là, Esaü a fait un parcours excellent pendant cette campagne-là. Aspac aussi est une équipe de coupe. Aspac a gagné la compétition saison 2008-2009. Et donc, elle sait de quoi il s'agit et son ambition, c'est de gagner cette compétition-là. Donc, la finale sera âprement discutée. Lorsque vous prenez le tableau de bord de ces deux formations-là, dire qu'une équipe va l'emporter tout de go, c'est vrai. Des cœurs vont battre pour un club ou pour un autre, mais la réalité sera tout autre sur le terrain. C'est vrai, fidèle à Korodia, à son cœur qui bat pour Esaü, le mien, il bat très fortement pour l'Aspac. C'est normal que l'on... C'est le game, mais on reviendra parce que je me rappelle bien... la semaine dernière, ici même, nous avons pronostiqué cette finale entre les deux formations.
Et on avait déjà commencé par se tirailler sur le futur vainqueur de la Coupe du Bénin 2019. Et René Sago, je me retourne vers vous. Nous allons parler à présent des championnats nationaux de Ligue 1 et Ligue 2. Et avec vous, ce sera la Ligue 1. Le week-end dernier, nous avons disputé la 36e journée et cette fin de saison est palpitante et les amis internautes le savent déjà. Il faut dire simplement que aucune des formations qui prennent part à cette saison ne veulent pas laisser nulle place au moindre doute, surtout même les formations qui sont déjà reléguées en seconde division. Et en Ligue 1, la situation est davantage compliquée avec cette victoire en déplacement de Dynamo d'Abomey sur Ayema à Misrete. Ben exactement, vous l'avez dit, la bataille fait rude. Et déjà à Misrete, nous avons eu le hold-up de Dynamo, 1-0 face à Ayema. Mais aussi cette victoire du côté de Calavi, des électriciens de Énergie Football Club, 3-2 face à Panthère. Du côté de Misrete, nous avons eu le match nul, 1 but partout en deuxième heure entre Assos et UPI ONM. Et bien sûr, Beke qui a disposé de Jacques pour maintenir sa place de dauphin face au Buffle qui a également battu la GSP 2-0. Et enfin, nous n'allons pas masquer Esae qui a battu Soleil par le score de 1-0. Oui, et cette victoire a permis à Richard Biot et ses hommes de préparer sereinement cette demi-finale disputée hier dans le cadre de la Coupe du Bénin 2019 parce que c'est une victoire qui leur a permis d'assurer leur maintien en division d'élite béninoise. Et nous allons prendre le classement provisoire à l'issue de la 36e journée et les affiches assurent notamment pour le compte de la 37e journée avec vous. Ben, en termes de classement provisoire, vous avez les Buffs qui maintiennent la tête avec 59 points, goal différentiel plus 15, suivi du Dauphin, 57 points, plus 16. Tonnerre occupe la 3e place, tout comme Aspac avec 47 points, avec un avantage pour l'équipe de Boycon, plus 7 et moins 1. Dans le bas du tableau, vous l'avez dit, la bataille fait rage. Nous avons UPI-ONM, Asvo, Dynamo, Soleil et bien sûr Avrancourt Omnisport qui sont en difficulté. Avrancourt et UPI qui sont à 40 points avec avantage pour Avrancourt plus 1 et moins 15 pour UPI. Asvo 39 points, goal différentiel 0. Dynamo d'Abomey 37 points, goal différentiel moins 3. Et Soleil bien sûr, la lanterne rouge sud de descente 25 points moins 23. Il faut simplement dire que pour la 37e journée, nous aurons les regards tournés bien sûr vers Craquet où l'équipe d'Asvo actuellement 16e avec 39 points se bat pour la sortie de la zone relégable et qui va affronter l'US Craquet toujours en difficulté aussi avec une 9e place à 4 points, goal différentiel moins 1. Du côté de Djougou, nous aurons l'équipe de Zae qui serait en conquête face à Panthère. Du côté de Zapota, match à suivre, Dynamo d'Abomey, Avrancourt Omnisport, les deux équipes sont en difficulté. Tout comme du côté du stade René Pleven, à 16h ce dimanche, nous aurons Soleil Football Club qui affronte Énergie. Oui, et je vais prendre rapidement les avis de mes invités ici, commençant par Arnaud Akapo. Oui, cette saison, les championnats nationaux de première et deuxième division sont très serrés. Du haut du tableau, dans la zone rouge, on n'a que des distances ou des petits écarts entre
les formations. Oui, et ça a été presque toujours ainsi. Vous n'êtes pas sans savoir. On ne va pas rappeler un peu ce qui se passait avant. Donc ça a été presque toujours ainsi. Seulement que cette année où il y a beaucoup plus de visibilité, il y a beaucoup plus de regard sur ce qui se passe, c'est encore plus prononcé. Et lorsque vous prenez les deux premiers où, à un moment donné, il y a 6 journées en arrière, le championnat était presque plié avec Buffle qui caracolait en tête avec plus de 9 points d'écart. Ça s'est réduit cet écart-là. Aujourd'hui, on en est seulement à 2. Et même quand, dans la prochaine journée, Buffle va perdre et que Béquet gagnerait, c'est que c'est Béquet qui va prendre la tête. Et c'est là où c'est un peu délicat et ça apporte beaucoup plus de piment à ce championnat-là qui s'avance vers sa fin. Franchement, c'est un championnat, pour ma part, alléchant. C'est ainsi qu'il faut qu'on ait un championnat pour que les gens puissent comprendre que le football, c'est sur le terrain et non sur le papier. Rien n'est gagné d'avance. Et c'est intéressant de comprendre que c'est toujours serré. Lorsque vous allez en bas de tableau, c'est vrai, Soleil est déjà définitivement en deuxième division. Il va falloir fera valoir ses compétences ou ses droits en deuxième division la saison prochaine. Mais il y a des clubs qui ne sont pas encore relégués totalement. Mathématiquement, je dirais, quand vous prenez Dynamo, 37 points actuellement, avec 2 matchs encore à jouer. Si ce club-là prend 6 points, Dynamo peut se retrouver avec 43 points et va sortir de la zone. Si, éventuellement, les clubs qui sont devant, parce qu'il n'a pas un goal différentiel assez moindre, pour ne pas tenter de chercher à aller loin. Et quand vous prenez Dragon, aussi c'est vrai, ils ont un goal différentiel, ils ont 43 points, avec un goal... de plus 0, plus oui, 0. Oui, c'est pas loin. Donc, ces deux clubs-là peuvent changer de position à la dernière journée. Si éventuellement Dynamo remportait ces 2 matchs, alors que Dynamo, pour l'avant-dernière journée, joue AO. AO également qui est en difficulté. Et donc, imaginez que Dynamo gagne ce match-là. La dernière journée, Dynamo joue qui encore? UPI. Un club qui est aussi dans la zone rouge là et qui pourrait retomber dans cette zone-là ou bien qui pourrait monter en cas de victoire. Et donc, et il faut préciser là qu'il reste 2 matchs du championnat pour Dynamo, alors que pour UPI, ONM, oui, c'est son dernier match. Et donc ce match-là, UPI doit pouvoir le négocier. Seulement que UPI est au repos et observe ce qui va se passer lors de cette 37e journée. C'est là où c'est très délicat. Et il faut aller voir aussi d'autres clubs comme ISS Craqué qui ne sont pas loin de cette zone-là, qui pourraient rechuter dans cette zone-là. Et parlant de Dynamo, il y a des informations qui circulent dans les coulisses concernant ce club fidèle à Korodia. Ce club aurait porté des réserves contre le leader BIF FC du Borgo. Selon les informations que nous avons reçues, ce sont des griefs bien fondés bien fondés contre le leader au classement depuis la 13e journée. Et c'est ce que nous avons craint ici sur ce plateau depuis toujours, depuis l'entame de la saison, ne pas vivre cette situation en fin de saison. Qui de Dynamo et de Buff va prendre les 3 points? Écoutez, il faut être un devin pour dire, ou bien il faut faire partie de la commission pour dire laquelle des 2 équipes va prendre les 3 points. Maintenant, c'est vrai, vous l'avez dit. Écoutez, Arnaud Akapo et Renaud Sagbo, vous voyez que le championnat béninois est palpitant. Et jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut vous dire qui sera champion. Jusqu'à aujourd'hui, à part Soleil, qui est déjà dans le creux, personne ne pourra vous dire également quels sont les clubs qui vont accompagner Soleil pour essayer. Il y a encore 9 équipes sur les 18 qui peuvent descendre encore en Ligue 2. Bien sûr. Donc ça voudrait dire que le championnat est vraiment vivant. Ça fait mal que la population ne le suit pas comme cela se devait être. Si c'était en Angleterre, on vous parlera de Big Four, de Big Five. Là maintenant, nous aussi, on a notre Big Four, Big Five. Et on ne sait pas, parmi ces 4-là, les équipes qui peuvent être champions. C'est vraiment palpitant. C'est que le champion va se jouer juste entre 2 clubs, Béquet et Buffle, qui se tiennent à 2 points parce que le train, sinon la locomotive a lâché le train qui est derrière. Oui, même si. Mais c'est déjà exaltant. Ah oui, c'est intéressant de pouvoir le comprendre. Dans d'autres pays, on connaît déjà le championnat, on connaît déjà le champion, déjà dès la 30e journée. Et puis, il a élagué tout le monde, il est là, tout peinard.
Au Bénin, tel n'est pas le cas. Quand vous allez également en Ligue 2, c'est pareil. Maintenant, ce que je crains et que tout le monde craint, c'est quoi? C'est vrai, sur le papier, sur le terrain, on joue, nous, on a les résultats. Chaque fois, on dit sous réserve. Jusqu'à présent, on dit sous réserve. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres considérations qui vont entrer en jeu plus tard, où on va commencer par soustraire, additionner des points pour dire que bon, l'équipe qui est futurement champion, que tout le monde a vu, on pourrait dire plus tard que ce n'est pas l'équipe là parce que. Parce qu'il y a la 13e journée, René Sabo. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Donc, il va falloir que. On va prendre comme exemple de ce qui se passe actuellement et à partir de la saison prochaine, que les choses suivent normalement. Pour qu'à la fin, qu'on dise que tel est champion sans contestation. Sinon, là maintenant, c'est vrai, à la fin, on saura qui est champion, mais. Même la Ligue, les derniers classements de la Ligue 1 et Ligue 2 que la Ligue de football du Bénin a sorti à la fin de la 36e journée, déjà dans la nuit, ces classements sont tombés et la Ligue également a mis sous réserve d'homologation des matchs. Donc on attend toujours. Si déjà au niveau de la Ligue on dit sous réserve d'homologation des matchs et il y a cette situation. Ça vous peut expliquer parce que quand on met sous réserve, c'est qu'ils ont 48 heures, si je m'abuse, pour pouvoir homologuer tous les résultats, toutes les fiches qui sont envoyées depuis l'intérieur du pays. Oui, mais homologation pour ces journées, mais ça ne prend pas en compte forcément les recours. Vous savez qu'il y a les structures de recours. Ben là, on attend encore 48 heures, mais souvent vous allez voir, c'est après la 37e journée qu'on sortira encore un classement pour nous mettre sous réserve d'homologation. Mais pour revenir un peu à la situation de la réserve, je pense que la Ligue devrait, avant cette 37e journée, trancher pour que les équipes en liste soient fixées. Quand je dis les équipes en liste, forcément les 18 en dehors de AS Police, bon, à la rigueur, Soleil qui est fixé, que toutes les autres équipes soient fixées sur la décision par rapport à cette réserve de Dynamo d'Abomey. Parce que le grand danger, c'est que Dynamo d'Abomey a besoin de points pour ne pas descendre en deuxième division. Donc, n'entend pas lâcher par rapport à sa réserve. Donc, la Ligue n'a qu'à définitivement fixer les acteurs pour que l'on sache avant la 37e journée à quelle fin chaque équipe serait vouée. Parce que là, si c'est après la 37e journée, à la veille de la dernière journée, qu'on sort une telle décision, bienvenue les dégâts, je crains beaucoup pour ce championnat. Ce que vous avez dit, si on s'inscrit dans la même logique que René Sabo, d'ici ce soir ou demain matin, on doit vider tout. Il faut qu'on puisse... Ce que je ne comprends pas, quand on parle de 13e journée, alors que la 13e, à l'issue de la 19e journée, il y a eu un point global qui a été fait avec un rapport minutieux du secrétaire général de la Ligue. J'avais parcouru ce rapport-là, ça a été sorti, c'est un document. On a tout, on a fait... Maintenant, quand on revient, 13e journée de la phase allée, si je ne m'abuse. Hein, oui, de la phase allée. Quand on parle de la phase allée, que nous sommes aujourd'hui à la 37e journée ou 37e journée bientôt, et qu'on parle de 13e journée, non, qui n'a pas été pris en compte, alors qu'une réserve a été formulée. Si la réserve a été bien formulée, pourquoi ne pas vider ce contentieux-là depuis la 19e journée pour que les clubs sachent à quoi s'en tenir? Oui. Avec, comment gérer? Parce que lorsque vous gérez un match avec 9 points et une autre rencontre avec juste 2 points et que avec la hantise d'être, comment dirais-je, qu'on vous soustrait 3 points et que vous allez vous retrouver à quelques journées de la fin en difficulté par rapport à la fin du championnat, je trouve que c'est délicat et ça n'honore pas, ça ne crédibilise pas les responsables qui sont là, ni le championnat. Parce que après on va nous dire que comme cela a été fait en 2009 ou 10, ou bien 14 si je ne m'abuse, où le championnat a été, le champion a été sorti dans les bureaux. Non pas dans les bureaux, en AG. On dit que c'est tel club qui a été champion. Ce ne serait pas bien, pour ce football-là et surtout aujourd'hui ce qui se passe. On sait d'où on est venu et je ne voudrais sûrement pas qu'on y retourne avec des suspicions, avec des questions de légèreté. Pour donner juste un mot, je dis ce n'est pas interdit à un club de faire une réserve parce qu'il a plusieurs types de réserves. Il peut avoir des réclamations, il peut avoir des réserves de qualification, etc. Bon, maintenant, si la réserve comporte... Il y a des délais. Voilà, si la réserve comporte aujourd'hui
doit nous renvoyer sur une journée antérieure. Vous comprenez? La 13e journée. Voilà, la 13e journée. On est obligé de tenir compte de ça. Parce que je vais vous donner un exemple. Un joueur qui, depuis la 13e journée, c'est un exemple palpable, hein, où on se rend compte que le joueur est en train de tricher. On peut attendre la 37e journée et porter réserve. Mais si on porte réserve, ce n'est pas les 3 points. Parce qu'on fait recours aux journées antérieures pour aller voir sur les feuilles de match si le joueur qui est dans l'illégalité a continué par jouer jusqu'à la 36e journée. Mais dans ce cas, ça veut dire qu'on retrancherait tous les points à cette équipe, sur tous les matchs que le joueur... C'est le règlement, c'est comme ça. Oui, même sur le plan international. D'abord, nous allons nous réjouir déjà sur cette plateau, comme vous l'avez déjà commencé, fidèle, du déroulement sans grands incidents de cette saison 2018-2019 et une saison de relance entre une saison de transition qui s'est très tôt transformée en une véritable saison du championnat de football épique entre différents clubs, que la saison prochaine, les responsables à divers niveaux de la fédération béninoise de football et de la Ligue de football du Bénin prennent leurs responsabilités et corrigent les insuffisances. Il faut que la commission soit également active. Oui. Active, parce que c'est l'inactivité qui crée ce petit problème aujourd'hui. Si la commission était active et travaillait dans les règles de l'art, c'est sûr que ces dossiers allaient déjà être vidés et chacun sera fixé sur son sol. C'est là il faut appeler également les présidents de clubs qui occupent également les fauteuils de cette commission, soit à choisir entre gérer leur club ou rester. Il y a beaucoup de choses qui se font à dessein aussi. On est dans des petits calculs d'épicier. Et donc, à la dernière minute, commencer par sortir les calculettes pour voir qui va descendre ou retrancher, pour pouvoir mieux se repositionner pour le maintien ou pour le titre. C'est là, c'est dommage. Et nous allons rester avec vous. On n'a pas loin de cela. Donc, si vous êtes dans les secrets des dieux, je ne sais. Mais vu ce qui se passe, on n'est pas loin de cela. On n'est pas loin de cela. Sinon, pourquoi ne pas vider les recours, les différents dossiers, pour qu'on sache qui est qui. Là maintenant, les gens vont jouer, mais ils auront, c'est sous réserve. Ils vont dire, bon, on a fait de jouer, maintenant on attend la commission. Et à la fin, et au soir de la 38e journée de la Vital'Or Ligue 1, le 12 juin prochain, tout le monde va croiser les bras, on attend. Comme si nous allons prendre la première communion à l'église et attendre tout ça. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est vrai que le championnat de transition, on accepte, mais il faudrait qu'à partir de l'année prochaine, à partir de la saison prochaine, que les choses changent véritablement. Pour qu'au soir du championnat, si sur le terrain, on sait que c'est Is qui est champion, que ça reste tel. Parce que nous regardons tous le championnat européen, quand on sait que c'est Paris qui est champion, quelles que soient les circonstances, Paris devient champion et puis ils prennent leur trophée et puis la vie continue. Juste au coup de sifflet final du match qui consacrait sur le plan numérique ou mathématique le titre. C'est-à-dire le trophée est même déjà là, apprêté, tout ce qu'il y a comme confort ou cérémonial est apprêté et ils prennent, tout est fait en même temps. On passe à autre chose, mais ici on est là à attendre. En Ligue 1, si on parlait de la fin de saison palpitante, excitante ici, en Ligue 2 également, les choses sont également très serrées. Et le Real Sport qui était parti pour soulever le titre de champion à la fin de la saison s'est vu rattrapé par Dynamo d'Abomey à l'issue de la Dynamo de Parakou à l'issue de la 36e journée Arnaud Akago. Et il faut dire que l'Aéro Sadiak Benoît, c'est une 36e journée qui a rebattu les cartes de cette Vital'Or Ligue 2 puisque, comme vous l'aviez annoncé, Real Parakou qui s'acheminait tout doucement s'est vu rattrapé par Dynamo parce que le club de Parakou a été battu de côté de Comé par Rodio 1-0 alors que Dynamo a séché, j'allais dire, Mambanois 4-0 et les deux équipes se sont retrouvées avec 72 points et
ce qui va se passer lors de la prochaine journée, c'est que il y a seulement un but d'écart entre les deux formations parce que Real de Parakou avait 112 points à plus 32 alors que une unité de retard pour Dynamo de Parakou qui a seulement plus 31-72. On sait déjà que pour la troisième, sinon les troisième et quatrième place, il y a Espoir de Savalou qui a aussi s'est tiré une balle dans la jambe en allant se faire neutraliser par Delta de Glazoué. C'est un duel qui oppose ces deux clubs-là dans la région. Ils ont fait match nul, 0 partout. Delta qui est 39e, qui est dans la zone rouge, qui est en train de descendre parce que... Pardon? 14e avec 39 points. 14e avec 39 points. Ah oui, 14e, pardon. 14e avec 39 points. Donc, ce qui est en train de descendre aussi, parce que quand on voit un peu les matchs qui arrivent, le premier non relégable qui s'appelle Dynamique de Djougou à 43 points. Donc, il y a 4 points qui séparent ces deux formations-là. Donc, il y a Espoir de Savalou qui s'est tiré une balle dans la jambe, mais à l'affût, Rodio a grignoté 3 points et se rapproche un peu, c'est vrai. Au pire des cas, Rodio va prendre la troisième place ou bien si éventuellement, parce que lors de la dernière journée, il y a un alléchant Dynamo de Parakou, Real de Parakou, ces deux clubs-là qui vont peut-être jouer la finale de ce groupe-là, ce serait du côté de Parakou. Donc il faut dire que c'est aussi serré dans ce groupe-là. Pour les clubs qui sont assurés de jouer le maintien, il faut noter Dadje qui a fait une bonne opération face à Entente. Ils ont dominé 2-0 du côté de Aplaroué. Il y a aussi Zazira qui est sûr de se maintenir. L'Estado aussi avec Ibou qui est revenu à la rescousse pour sauver ce club qui était presque à la noyade. Ils sont assurés de faire le maintien. Mais des clubs comme Akanké, Akanké est assuré de rester dans cette deuxième division. 32 points, 15e. Mamba Noir aussi va y rester. UNB, JSA qui sont déjà condamnés. Un instant, Akanké, Mamba Noir, UNB, JSA et la jeunesse sportive de Ouida ont déjà pris le ticket retour. Voilà, sinon pour ceux qui sont Mamba Noir, c'est un ticket retour pour descendu la saison écoulée. Voilà. En Ligue 2, Mamba Noir descend. S'enfonce davantage. Au niveau des requins de la Transi, il faut signaler la remontada à ce niveau. Les Awisiwasa ont enchaîné des victoires qui leur ont permis d'assurer le maintien avant les 2 dernières journées de cette... Parler de maintien pour les requins de l'Atlantique, il faut quand même comprendre que c'est une petite injure pour ce club-là qui a fait les beaux jours. Quand on parle de requins de l'Atlantique, quand même, ça fait partie de l'un des clubs fanions du Bénin, malheureusement. Nous avons vu en Italie la Juventus de Turin descendre en Ligue... Après l'affaire Calciopoli, c'est l'affaire Calciopoli qui a fait retourner la Juventus de Turin. Mais ils ont fait juste cette saison pour purger cette sanction avec Didier Deschamps, Buffon qui a décidé de rester. Bon, mais après, ils ont remonté. Mais Requins, c'est pour contre-performance qu'ils sont descendus. Fidèle à Koroya, cette Ligue 2 qui vous passionne si tant, c'est des regrets. C'est mon kiff personnel, si je vais parler comme les jeunes. J'adore cette Ligue 2 là parce que c'est explosif. Vous voyez déjà, 72 points pour les 2 premiers, alors qu'au niveau de la Ligue 1, nous sommes à 56 points. Oui, à 59 points. Oui, c'est vrai aussi. Bon, ils ont joué plus de matchs. Oui, même s'ils ont joué plus de matchs, c'est presque les mêmes journées. C'est presque la même journée. Et quand vous allez suivre, je ne sais pas si vous avez la chance de suivre les matchs de la Ligue 2, c'est plus passionnant, c'est plus passionnant. Moi, je ne sais pas pourquoi nous, les médias, n'avons pas mis beaucoup de lumière sur cette Ligue 2. S'ils avaient mis beaucoup plus de lumière sur cette Ligue 2, peut-être que le Côte du Sud aurait encore des éléments à puger là. Qui sait? Parce que Ligue 1, Ligue 2, il n'y a pas de différence. S'il y a des talents, il faut aller les chercher. Mais chez nous, on a l'impression que la Ligue 2, c'est pour les nu-pieds, c'est pour ceux qui ne foutent rien. Non, il y a du jeu là-bas. Et vous allez voir, l'équipe... La Ligue 1, c'est l'élite. C'est l'élite. Je n'en discrevais pas. C'est naturellement que les médias soient dans le cas d'espèces où nous voulons la révolution du football béninois, il faut aller dans toutes les ligues pour voir vraiment les pelles rares. Ça, ce n'est qu'une parenthèse. Sinon, qu'au niveau de la Ligue 2, je vous assure, les matchs sont vraiment exaltants. Et déjà, vous avez vu, et Arnaud l'a dit, on pensait que le Real était le tout-puissant de cette Ligue, mais rapidement, il a été rattrapé par Dynamo.
Et là, maintenant, ils sont en train de réfléchir par 4 points. Pas 4 fois, sinon, ils vont se faire harakiri rapidement. Et le Dynamo de Parakou va leur damer le pion très vite, très vite. C'est vrai, on pensait à Espoir, à Audio, à S Cotonou, qui pouvaient aussi faire quelque chose, mais rapidement, je ne sais pas ce qui s'est passé, et que ces clubs ont relâché. Ce qui me fait mal un peu, c'est Espoir, parce que je me disais que cette équipe de Savalou a vraiment les attitudes pour venir faire valoir ses compétences en Ligue 1. Mais malheureusement, les deux clubs de Parakou leur a barré la voie. Donc, sinon que, sincèrement, je me répète, la Ligue 2, j'aime trop les rencontres qui se jouent et je ne manque pas d'aller suivre. Et pour la dernière journée, je serai à Parakou pour suivre la finale entre Real et Dynamo. Et vous, René Sago, nous sommes à la fin de cette saison. 2 matchs à jouer. 2 clubs se disputent le titre au niveau de la Ligue 2, tout comme au niveau de la Ligue 1. Oui, exactement. Mais n'oubliez pas que Espoir de Savalou peut profiter d'un faux pas. D'un des deux, il faut faire très attention parce Bien que, sûr. comme l'a dit Fidèle tout à l'heure, c'est un championnat très relevé et la 37e journée s'annonce vraiment disputée. C'est vrai que Espoir de Savalou joue gros du côté de Commun parce que là, il joue en déplacement face à Audio. Et une victoire pourrait vraiment les remettre en liste et leur permettre de garder le cap. Mais une défaite, là, il va falloir chercher le titre entre Real, bien sûr, et Dynamo de Parakou. Si l'une des deux équipes ne fait pas un faux pas, ben, il faut demander au public de faire le déplacement, surtout pour soutenir la Ligue 2, parce que là, nous avons une 37e journée explosive, tout comme la Ligue 1. Il faut faire le déplacement des aires de jeu le week-end prochain parce que là, les titres pourraient se dessiner à partir de la 37e journée. Bien sûr, à partir de la 37e journée, il y aura des pleurs. Et Anouar Kakbo, donnez-nous l'aperçu de ces affiches qu'on aura pour le compte de cette 37e journée. Oui, je vais emprunter le mot de Fidèle Akodia. Ce serait explosif parce qu'il y a un match à Commun, ce sera tendu. Commun, je ne sais pas s'ils vont répéter l'exploit face au Real de Parakou, qui les ont dominé 1-0. Ils jouent un poursuivant d'ici. Ils ont marqué la 5e minute du jeu. Ah oui, qu'ils ont maintenu jusqu'à la fin. Ils jouent un concurrent direct, c'est bien sûr Espoir de Savalou. 3e avec 3 points d'écart. C'est vrai, le goal différentiel est assez important, mais 1 point et Rodio pourra se rapprocher du trio beaucoup plus parce qu'ils vont toujours rester 3e. Donc il y aura un match Rodio Espoir de Savalou du côté de Comé. Et donc dans le duel du centre entre Real et Parakou, le club, l'autre club de Parakou reçoit Mamba Noir déjà éliminé, donc il pourra aussi leur passer peut-être pourquoi pas un 4-0 comme l'a fait Dynamo. Dynamo qui reçoit toujours à Parakou Dadje. Il faut dire que les deux matchs vont se jouer la même journée. Le premier, ce sera à 14h entre Dynamo et Dadje, et puis le second, ce sera à 16h entre Real et Mamba Noir. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut retenir par rapport à ces affiches. Bon, les autres matchs, il n'y aura plus assez d'enjeux. Requin va jouer GS Ouida déjà en 3e division. Déjà en 3e division, ça, c'est depuis quelques journées et on le savait déjà. Et nous allons prendre rapidement les informations au niveau de la Vitalor Ligue 3 avant de revenir sur la préparation de l'équipe nationale senior pour la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes Égypte 2019. Les écureuils sont en ce moment même à Ifrane où ils s'activent pour le compte de cette compétition, leur 4e participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Il est déjà installé sur ce plateau Abdul Fattah Sani, AFS. Bonjour Abdul. Bonjour Larios, bonjour aux amis de internautes. Avec vous, nous allons tout droit sur les pelouses, les arènes sportives de la Vitalor Ligue 3. Oui, il faut dire que les phases de poule sont définitivement terminées au niveau de la Ligue 3
est que le week-end écoulé, c'est-à-dire le dimanche dernier, ce sont les rencontres de la poule B qui ont été disputées pour le compte de cette 18e journée de ce championnat. Il faut dire que Okpara a battu USB qui est leader au classement à 2-1. Racing Club de Natitingo a battu sur le score étriqué de 1-0 l'équipe de Foga. Et que Entente de Kandé a étrié Caïman Douzou 5-0. Le dernier match de cette poule B a été disputé entre Association sportive Atakwa Donga contre Corvée, victoire des locaux 2-0. Au terme de cette 18e journée de la Ligue 3 dans la poule B, il faut dire que USB est leader au classement avec 38 points plus 18, suivi de Entente qui a 31 points plus 18 également. Les deux équipes vont disputer les playoffs de cette Ligue 3 en bas de classement pour dire que ces deux équipes qui vont descendre en Ligue régionale. Il s'agit de Caïman du Jour qui totalise 13 points, moins fait 4, et Foga qui a 7 points, moins fait 9. Il faut dire que ces deux équipes, notamment Foga, en deuxième journée, n'a pu trouver que 7 points à Ouagadougou. L'équipe n'a pas le niveau. Bon, dit que l'équipe n'a pas le niveau. En fait, ce sont des trucs qui arrivent. Quand je compare Oudel Sultan à cette équipe-là, qui en 38 journées n'a pris que seulement quelques points, à peine 20, si je ne m'abuse. Oui, si mes calculs sont bons. On peut aussi dire que paralyme de forme oblige. Lorsque vous êtes dans un championnat où il y en a de plus forts, très forts, vous allez en partir. Voilà ce qui s'est passé avec Foga et Caïman du Jour, pour qui je suis un peu peiné parce que ce club Caïman du Jour, ils étaient en deuxième division. Je les ai vus évoluer et ils sont tombés en troisième. Je pensais que ce club allait quand même lutter, mais ils ont fait comme Mambanois du côté de l'élite supérieure. René Zago, il faut dire simplement que Caïman du Jour n'est plus l'équipe emblématique qu'a connu certains nostalgiques de la région Onzo. Ben effectivement, l'équipe a relativement changé et il faut, au vu de ce qu'on a observé au niveau de cette Vitalor Ligue 3, reconnaître que le niveau est de plus en plus élevé au niveau de cette compétition et avis aux autres équipes qui vont descendre de la deuxième division à la troisième division pour la prochaine saison. Parce que là, ça ne s'annonce pas facile. Et le plus dur, c'est lorsque vous descendez, pouvoir remonter. Donc, c'est dommage pour ces deux équipes. C'est dommage pour Caïman. L'équipe du centre, le département du centre perd une équipe en troisième division. Ben, on verra bien. Peut-être que d'autres vont pouvoir remonter. Abdul, avant de nous donner les affiches de ces playoffs, parce que le tirage au sort s'est déroulé ce jeudi matin. Rappelez-nous un peu la situation au niveau de la poule A. Oui, il faut dire qu'au niveau de la poule A, au terme de la 18e journée qui a été jouée en mi-semaine, il faut dire que c'est l'équipe de Éternel qui est leader de cette poule-là avec 34 points plus 8, suivi de Abbey Sport qui totalise 33 points plus 14. En bas du classement, nous avons 8e au classement Adfa qui a 19 points et moins 4, suivi de Espoir de Cotonou 18 points moins 4 et Sakete qui totalise 13 points moins 15. Ces trois équipes vont faire valoir leurs compétences au niveau de la Ligue régionale. Espoir, l'équipe... la pépinière de ESAFC qui descend. Ben, on a juste un petit pincement de cœur. On peut se consoler avec la finale de la Coupe du Bénin. Une pépinière, donc elle va vraiment travailler. Oui, aller recevoir peut-être l'engrais qu'il faut, recevoir tout ce qu'il y a comme ingrédient, l'eau qu'il faut, être bien arrosé pour rebondir et bien fleuri désormais. Ah oui, connaissant bien le président Quentin Didavi, il va prendre les taureaux par les cornes pour que l'équipe retrouve en temps ces lettres de noblesse, surtout quand on parle d'espoir FC de Cotonou, l'équipe a quand même un an dans les championnats de Ligue 2 avant la Ligue 3. Avec vous, les affiches des playoffs. Il faut dire que le tirage au sort est un de ces croisements parce que selon le règlement de cette compétition, c'est que les deux premiers de la poule A vont affronter en match aller-retour les deux équipes premières de la poule B. Ainsi,
Et le tirage au sort a été effectué ce matin du côté de la Ligue. Et les croisements pour la première journée, ce sera le 8 juin prochain, samedi, je crois bien. Et Éternel sera face à Entente de Candy. Et Abisport sera opposé à USB. C'est-à-dire que les équipes du Nord vont descendre à Cotonou pour jouer face aux équipes du Sud. Et ils ont 2 matchs à jouer en même temps. Et dès qu'ils finissent, les équipes du Sud vont repartir au Nord pour jouer les matchs retour. Oui, c'est pour faciliter un peu la tâche à ces différentes équipes, à ces différents clubs qui évoluent dans ces playoffs de la Vital Ligue 3. Oui, et là, il faut préciser qu'au terme de ces playoffs, les 2 premières équipes qui vont totaliser plus de points vont valider le ticket pour la Ligue 2 la saison prochaine. Merci. Et en attendant, avant de vous laisser partir tout à l'heure, il sera question dans le débat, les préparatifs des écureuils du Bénin pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le stade de préparation a commencé depuis quelques jours. Un mot. Oui, il faut dire que l'équipe nationale se prépare activement du côté du Infran au Maroc. Et c'est vrai qu'on a les images, mais on attend surtout le match amical pour voir un peu tout le travail qui a été fait par M. Dussuet et sa bande. Donc, c'est ce qu'on peut voir. Et sur lequel on peut juger notre équipe qui se prépare activement. Maintenant, c'est vrai qu'il y a un peu de physique et on joue un peu. Donc, en tout cas, le coach a son plan de jeu qui est à son plan de préparation qui est en train de se dérouler parce que nous avons chaque jour le plan, il y a les conditions de soins que les joueurs ont. Ils en ont besoin et puis le soir c'est sur le terrain, donc c'est un bon plan de préparation, surtout que celui qui est là, c'est son objectif, c'est quand même aller prendre une victoire maintenant, gagner match après match. On va attendre le premier match amical pour véritablement juger cette équipe. Merci à vous et nous retrouvons fidèles à Korodia pour la suite de cette émission. Préparatif de la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, les 24 sélections qualifiées pour cette première édition de la Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes s'activent au niveau sur tous les continents. Les adversaires du Bénin, les grosses cylindrées du groupe F, le Cameroun et le Ghana ont choisi de s'exiler du continent africain pour se préparer. Le Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun sont en Espagne, tandis que les Black Stars du Ghana ont trouvé refuge du côté d'Abu Dhabi, à Nouakchott. Est-ce, avant de parler des nôtres, est-ce normal qu'une compétition qui se déroule sur le continent africain, des sélections africaines ou des équipes africaines choisissent, ou c'est pas snobisme que ces équipes choisissent d'aller peaufiner les stratégies hors du continent, en France, en Espagne? J'ai vu le Bénin aussi aller se faire une préparation du côté du Brésil, entre-temps, si je ne m'abuse. Maintenant, lorsque vous prenez snobisme, je ne dirais pas très exactement, parce que l'Espagne et le Maghreb, en termes de climat, c'est toujours la Méditerranée, ce n'est pas très loin. Donc oui, ils peuvent toujours se comprendre. Abu Dhabi aussi n'est pas très loin, ce n'est pas aussi un pays enneigé au mois de juin. Donc les climats ne sont pas très loin. Donc oui, c'est un choix à propos pour moi. Donc non, snobisme, c'est aussi raisonné pour que ces équipes-là puissent choisir ces pays-là. Maintenant, il faut aussi comprendre, derrière, il y a le sponsoring qui peut-être est derrière, il y a le marketing qui est derrière, le Ghana, peut-être qu'ils ont un sponsor qatari qui est derrière, ils ont un sponsor émirati. Maintenant, l'Espagne, peut-être que ils ont quelqu'un ou un sponsor, ou bien le choix, c'est que là-bas, on va mieux se préparer. Donc, il y a également le fait que la plupart des joueurs retenus ou présélectionnés pour ces différentes équipes
évoluent sur le vieux continent et c'est mieux pour ces formations de réunir leurs joueurs dans ces pays ou dans ces capitales européennes. Et aussi, il faut aussi voir les conditions d'hébergement, comment dirais-je, d'infrastructure. Ouais, il y a tout ça qui entre en compte. Ce sont des joueurs qui sont dans des clubs très pros et il y a les détails qui comptent. À présent, les écureuils, cet après-midi ou ce jeudi également, effectuent leur 3e séance d'entraînement à Ifrane. Et il faut rappeler que c'est le lundi très tôt dans la matinée que l'équipe nationale s'est envolée pour la ville marocaine où elle a installé son camp d'entraînement pour le compte de cette 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais avant de partir, les écureuils ont reçu des mains du ministre de tutelle, le ministre Oswald Omeki, le drapeau vert, jaune, rouge, le drapeau que le capitaine Stéphane Sesseyon a promis ne pas souiller en terre égyptienne, c'est-à-dire ramener au moins la première victoire du Bénin à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez eu les échos, parce que c'est une cérémonie, c'est ce qu'on dénonce un peu, c'est une cérémonie qui s'est déroulée tard dans la nuit et dans un cadre restreint et fidèle à Korodia. Oui, on a sacrifié la tradition en remettant d'une manière ou d'une autre le drapeau national au capitaine de l'équipe pour que le drapeau soit hissé haut en terre égyptienne et qu'il revienne, pourquoi pas, comment on appelle, immaculé d'une manière ou d'une autre. Je pense que la tradition a été sacrifiée, c'est pas ou mauvais, ça a été fait quand même, et ils sont partis vivement que les consignes données soient respectées et qu'en Égypte, on puisse vraiment franchir le premier tour. Parce que c'est l'objectif aujourd'hui, franchir le cap du premier tour. Qu'on remette le drapeau ou pas, c'est l'objectif fixé. Que Michel Dussiré lui s'est fixé, que l'équipe nationale s'est également fixée. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, ils sont focalisés sur cet objectif. Maintenant, quand on a un peu les informations d'Ifrane, je pense que l'ambiance se passe très bien. Il n'y a pas encore de quiproquo. Je pense que les joueurs ont pris les marques dans le camp de base. Ça se passe plus ou moins bien. Que ce soit Ifrane ou bien Abu Dhabi ou bien Espagne, pourvu que les joueurs soient dans de bonnes conditions pour que le jour de la compétition, on sente que, attention, la préparation a été bien faite. Maintenant, le premier test, ce serait très bientôt par rapport le mardi prochain face à la Guinée-Conakry. Face à la Guinée-Conakry. Donc ce sera le premier test. C'est au thème de ce premier test qu'on saura si ce qui se passe actuellement à Ifrane se déroule bien ou mal. Oui, et il faut retenir avec beaucoup plus de précision que lors de la première séance d'entraînement, les écureuils ont fait un travail aérobique et d'oxygénation, c'est-à-dire l'équilibre. Ils ont travaillé l'équilibre. Et hier, pour le compte de la deuxième journée d'entraînement en terre marocaine, Michel Dussiré et ses hommes ont travaillé en salle selon les informations que nous avons reçues depuis Ifrane au Maroc. Et René Sabo, la cérémonie, je vais vous poser quand même cette question, la cérémonie de remise de drapeau, le public aurait aimé communier avec son équipe avant le déplacement pour la compétition. Le public n'aura pas la chance de voir l'équipe une dernière fois avant l'entrée en compétition de Sesseyon, Michael Poté, Olivier Verdon, Steve Mounier et consorts le 25 juin prochain à Ismaïlia en Égypte. Et la cérémonie de remise s'est déroulée tard dans la nuit. Est-ce que le public n'a pas un petit pincement au cœur? Bon, pincement, disons, c'est vrai, on a souhaité que le public puisse voir, même aussi les hommes des médias auraient bien voulu voir
les écuries avant leur départ, mais avec un peu mes recoupements, pour la cérémonie de remise de drapeau, le ministre était en mission et il est rentré tardivement. Vous l'avez vu, le président de la fédération l'a dit clairement qu'il était avec les joueurs pratiquement depuis la matinée et ils attendaient. Et le ministre est rentré d'une mission républicaine, mais il est allé directement à l'hôtel. Maintenant, est-ce que les conditions de vol permettaient d'attendre le lendemain pour faire la cérémonie avant de partir? Il a toutes ces considérations, mais lorsqu'on se rend compte qu'ils sont partis par une compagnie royale Air Maroc et qui sont partis tôt dans la matinée, pour ceux qui connaissent cette compagnie, c'est des gens qui sont souvent accusés de retard, mais qui n'auraient certainement pas accepté qu'on puisse attendre quelques heures. Donc, avec mes recoupements, il semble qu'il a toutes ces considérations qui ont fait qu'ils ont été contraints de faire cette cérémonie dans ces conditions. Ben, moi déjà, nous l'avons dit sur ce plateau il y a quelques semaines, il fallait qu'on mette les écueils dans de bonnes conditions. Et je pense qu'avec les informations que nous avons d'Ifran, après 2 séances d'entraînement, ils sont dans de bonnes conditions, on peut le dire, avec des images qui nous sont venues, avec des bains à la piscine, etc., qui permettent quand même de régénérer les cellules. On dit bravo déjà pour cette première étape au ministère et au gouvernement pour avoir permis aux joueurs d'être dans de bonnes conditions. J'espère qu'ils sont conscients de ce qu'on attend d'eux. C'est vrai aussi que Cesseyon l'a dit, il faut mouiller le maillot, mais pas le drapeau national, mais pas le salir. Et je pense qu'il a dit beaucoup de choses à travers cette phrase. Et bonne chance à eux. On verra bien la première sortie face à la Guinée la semaine prochaine pour mesurer tant soit peu la forme de cette sélection avant le départ il y a quelques jours après. Voilà. Oui, tout se passe bien du côté d'Ifran pour le compte de cette 4e participation du Bénin à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On n'a pas de problème de prime, mais par contre, on a un problème d'équipementier qui est en train de souiller un peu ou de faire beaucoup de polémiques par ici entre Umbro et Macron qui va habiller les écureuils. Et Arnaud, vous avez réponse à cette question? Peut-être que ce sera celle qui m'habille. Non, mais c'est un peu délicat parce que la dernière fois, on a ouï dire par la communication de la Fédé que ce sera Umbro. Maintenant, quand on constate aujourd'hui qu'il y a mal donné et qu'il y a un peu d'incertitude sur l'équipementier de l'équipe nationale, bon, j'attends toujours la dernière minute. J'attends toujours une voix autorisée pour revenir nous dire, ah, écoutez, oui, c'est vrai, on a dit que c'était Macron, après c'est Umbro, maintenant ce ne sera ni l'un ni l'autre, et on va encore aller du côté de l'Égypte sans marque. Écoutez, ce n'est pas là le grand problème. Aller en Égypte avec un t-shirt vierge, sans équipementier, sans marque, n'est pas un grand problème. L'important, c'est de pouvoir donner ce qu'on a intrinsèquement, ce qu'on est allé faire, qu'on sache réellement et que, comme ils l'ont dit, ne pas souiller le maillot. Moi, je ne pense pas que souiller le maillot, ce soit peut-être finir dernier du groupe dans lequel nous sommes. Non. Ou honorer le maillot, allez, mais c'est éviter surtout quand même ce qu'on a vécu en 2010. Vous vous rappelez de cette histoire Reda Johnson, il y avait beaucoup de polémiques et on a dissolu par la suite de l'équipe. Qu'on aille là-bas, qu'on fasse bonne figure, qu'on reconnaisse. Pas seulement Reda Johnson, il y a également Pascal Angan. Oui, en fait, c'était un exemple parmi tant d'autres, justement. Donc, qu'on se comporte convenablement sur le terrain et en dehors, c'est pour moi ça. Maintenant, l'équipementier, c'est vrai, on aurait souhaité tant, comme toutes les autres nations, là où le professionnalisme a droit de citer, qu'on ait notre équipementier, qu'on dise aussi, au moins nous sommes bien habillés. Maintenant, le maillot qu'on aura, s'il n'y a pas de marque, qu'au moins le maillot ne soit pas en sachet, que le maillot ne soit pas en papier.
Et Fidèle Akorodia, vous êtes le rédacteur en chef d'Ado FM, Ado TV, la chaîne de la jeunesse et notamment des sports, la référence des sports où vous voulez être. Vous pouvez nous donner un peu d'informations, à nos chers amis internautes à propos de cette polémique ou de cette polémique autour de Macron et Umbro. Aucune information à donner, dans la mesure où officiellement on ne sait pas l'équipementier qui veut habiller les écureuils. Et je suis à 1000% d'accord avec Arnaud Capo qui dit que pour l'instant, ce n'est pas l'équipementier qui est nécessaire. D'accord? Ce qui est sûr, les écureuils seront habillés. On a joué les éliminatoires, n'est-ce pas? C'est équipementier. Avec de beaux maillots en plus. Voilà, avec de beaux maillots en plus. Donc, ce qui est sûr, nous connaissons nos couleurs. Jaune, blanc. D'accord? Jaune si on reçoit, blanc si on est en déplacement. Donc, ça va largement. Et l'équipementier va venir au thème de nos performances. D'accord? Si nous accédons au quart de finale, au demi-finale, je vous assure que dans 2 ans, les gens viendront taper à notre porte. Donc, il ne faudrait pas qu'on agite à faire d'équipementier pour pourrir l'atmosphère. On oublie tout ça là. La fédération et le ministère savent ce qu'ils doivent faire pour habiller très bien, pour qu'on ne soit pas ridiculisé. René Sabo. Eh bien, moi, je n'en dirai pas plus. Vous savez, on l'a toujours dit sur ce plateau, dès qu'on aura des informations officielles, il n'y a pas de problème, on va aviser. Aujourd'hui, lorsque vous observez le maillot des écureuils, nous avons quand même un très bon maillot. C'est vrai, le souhait, comme l'a dit Fidèle, c'est que et le ministère et la fédération puissent prendre les dispositions pour qu'on puisse avoir de très bons maillots, que nos sélections soient bien habillées. Je pense que c'est l'essentiel. Et ensuite, n'oubliez pas, l'objectif, c'est clair, avoir une victoire en phase finale. Bon, maintenant, sans équipementier, si nous avons notre victoire, c'est déjà pas mal. Maintenant, avec équipementier, si ça peut venir, c'est tant mieux. Mais pour le moment, c'est déjà bien. La sélection est dans de bonnes conditions. La sélection se prépare calmement. Ben, faisons face à cette belle préparation des écureuils en attendant le match de la semaine prochaine. Et affaire de maillot, nous découvrirons bien dans quelle tenue la sélection sera face au Ghana. Donc, suite à ça, on va apprécier. Mais j'ai foi quand même qu'on aura quand même de très bons maillots. Même si on doit garder nos maillots des éliminatoires, c'est quand même joli comme maillot. Ouais. Merci. Nous allons passer. Que se passe-t-il? Juste pour ajouter quelque chose, l'équipementier, ça n'a pas de problème. Vous avez posé un problème très très important tout à l'heure. La communion du public avec les joueurs avant qu'ils ne partent. Oui, c'est vrai, on aurait tous aimé, mais malheureusement, nous n'avons pas les infrastructures qu'il faut. Si les écureuils s'entraînaient ici pendant 1 semaine, d'accord, et il s'avérait qu'on joue un match amical contre un autre pays, sur quel pays on va jouer? Ça n'existe pas. Donc malheureusement, on est obligé de se déporter ailleurs, ne serait-ce que pour cette compétition. Peut-être qu'à partir dans 2 ans, quand on sera en train de préparer la CAN Cameroun 2021, on aura, les écureuils auront à livrer des rencontres ici avant de s'envoler pour Cameroun, j'espère. Oui, parlant de la CAN Cameroun 2021, le tribunal arbitral du sport a pris une importante décision cette semaine, l'irrecevabilité des recours des Comores pour disqualifier les Lions indomptables de la 32e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on peut dire que tout est fini et on peut maintenant, les Lions et la CAF peuvent se consacrer à l'organisation ou à la participation de la Coupe d'Afrique des Nations? Ah oui, en dépit de ce recours, je pense que les Lions d'État se préparaient. La CAF aussi, ça ferait pour une bonne organisation. Écoutez, ce recours du Comore, moi, je savais que ça n'allait jamais prospérer. Ça n'allait jamais prospérer dans la mesure où, même si le TAS leur donne raison, ça ne leur profite pas. Ça ne leur profite pas directement. Ça va profiter au Malawi. Maintenant, pourquoi ils s'étaient déportés pour aller faire
pour aller présenter ce recours au TAS ou je ne sais quoi. Donc c'était juste pour se faire voir. Je pense que les Comoriens, c'est comme ça les appellent, feraient mieux de préparer l'édition à venir, éliminatoires à venir et se qualifier sur le terrain que d'attendre une quelconque décision du tribunal arbitral pour se qualifier ou bien je ne sais quoi pour participer à une CAN. Quelles que soient les circonstances, ça n'allait jamais donner de résultats probants. Je pense que l'État les a mis à leur place et puis ils comprendront. Je n'ai pas lu, je l'avoue, hein, avant de monter sur le plateau, les mobiles, sinon les motifs qui ont justifié le rejet du TAS. Seulement que... Je vous résume ça en deux phrases. Oui, le TAS a dit que le recours porté par le Comore, tacitement, ne leur profite pas. Par conséquent, ils n'ont pas intérêt à juger. C'est assez cocasse. Oui. C'est assez cocasse. Bon, voilà. Donc, ça dirait bien qu'on leur notifie que, bon, voilà, ça ne leur profite pas. Donc, ça aurait été le Malawi. Peut-être que ça allait prospérer au Malawi contre Cameroun. Bon, ce qui est sûr, ils vont se concentrer, comme l'a dit Fidel Akododia, sur la prochaine participation. Et que maintenant, les erreurs que les Camerounais ou la CAF, parce qu'il faut aussi le dire, c'est la CAF qui est à l'origine de cette situation-là, pour qu'on n'en arrive plus là. Et que, après, les gens en arrivent à formuler des recours contre des qualifications par rapport à des décisions prises comme ça sur des coups de tête où on change les règles du jeu en cours de jeu. Et il faut également noter que la CAF traverse également des moments difficiles avec la fin de la saison africaine et cette finale retour de la Ligue africaine des champions qui a opposé Espérance sportive de Tunis à Wydad de Casablanca. C'était le vendredi dernier du côté du stade de Rades à Tunis. Et cette victoire donnée à l'Espérance qui croyait conserver ainsi son titre, mais après le comité d'urgence de la Confédération africaine de football, le match sera simplement rejoué avec la VAR qui n'a pas fonctionné. C'est une décision logique, mes chers invités. D'abord, je commence par René Sabo. Une décision logique, rejouer la finale. Oui, une décision qui aurait pu être logique selon moi, parce que si la CAF n'avait pas procédé à la remise du trophée, moi j'aurais souhaité que la CAF arrête la rencontre et décide de prendre une décision ultérieure. Bon, c'est vrai qu'on va parler des recettes, tout ce qui a été dépensé, mais là, aujourd'hui, nous repartons à la carte de départ. Maintenant, la CAF a certainement décidé sur la base de certaines données, parce que vous avez vu, le VAR n'a pas fonctionné. Si après enquête, on se rend compte que c'est lié à une défaillance de la machine, alors qu'il fallait absolument ça pour départager les deux équipes. Donc, ça fait que la CAF a certainement statué sur la base de certaines informations, de certaines données. Et pour les donner rapidement, on dit dans la décision qui est sortie que les conditions de jeu et de sécurité n'étaient pas réunies lors du match retour qui n'est pas allé à son thème. On dit conditions de sécurité et de déroulement de match n'étaient pas réunies. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles le match était... Fidèle, est-ce qu'on peut qualifier cette situation de cafouillage au niveau de la Confédération africaine de football? Parce que ça devient beaucoup le fait de rétro-pédaler chaque fois au niveau du comité exécutif dirigé par Ahmad Ahmad. Je n'ose pas dire que la CAF actuelle est dirigée par des incompétents. Je n'ose pas le dire. Mais malheureusement, tout porte à croire que il y a quelque chose qui ne tourne pas bien. Quand on parle comme ça, c'est qu'on veut dire ce qu'on pense. Hein. Voilà. Mais tout porte à croire que... je n'ai pas envie de le dire, mais tout porte à croire que bon, c'est comme si. C'est comme si, sinon... C'est comme on le dit quoi, chez nous. Quoi. Bon, excuse-moi, je vais te dire la vérité. On ne va pas revenir sur les différents problèmes. Mais par rapport à ça seul,
moi, j'estime que, écoutez, nous ne méritons pas ce bureau exécutif, je parle de la Confédération, ne mérite pas ce bureau exécutif. Parce que vous ne pouvez pas comprendre. Un match qui est arrêté, le président de la Confédération descend sur le terrain, négocie pendant au moins 45 minutes sans issue. Et après, l'arbitre Papa Gassama siffle la fin du jeu et dit qu'une équipe a gagné. D'accord? Et le président de la CAF remet le trophée avec les médailles et convoque dans 3 jours une réunion de crise. Et au terme de cette réunion de crise, on dit que la rencontre sera rejouée. Ça ne tourne pas bien. C'est la jurisprudence. Mais je trouve que ça tourne un peu bien parce que, écoutez, imaginez... Écoutez, si vous saviez qu'il y aurait une réunion de crise, il ne faut pas dire qu'une équipe a gagné. On peut aussi, d'accord, se référer souvent au règlement. Je ne dis pas au règlement particulier, au règlement en règle en général. Lorsqu'une équipe refuse de poursuivre un match, c'est comme si il a signé forfait et donc il est disqualifié. D'accord, je suis d'accord. Voilà. L'équipe est disqualifiée, on consacre l'autre équipe. D'accord. Maintenant, ce n'est pas au-dessous d'une réunion de crise. Mais peut-être que c'est la preuve que ce n'est pas seulement Ahmad qui gère et que en fonction de cela, on a été statué sur la question. Je serai à sa place et que je cadrerai la décision ferme, Express a gagné, point net. Maintenant, on prend la décision adéquate. Prochainement, la finale va se dérouler en une seule rencontre sur terrain. Non, sur ce cas, écoutez, ce que vous venez de lire, ça veut dire que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Oui. Mais malgré ça, on a remis la coupe. Voilà, malgré ça, la rencontre a démarré. Avant qu'on dise de conditions de sécurité, il faut voir tout ça là en amont. N'oublions pas la Rio, c'est que... En attendant de consulter. Moi, je suis peut-être que je pourrais être dans l'erreur, mais selon moi, vous ne pouvez pas dire qu'une équipe a gagné. D'accord? Remettre le trophée, et les médailles, et revenir dans 3 jours pour dire que non, on va n'est-il pas possible. Il fallait garder sa position. En attendant qu'on retrouve fidèle, en attendant qu'on retrouve quelqu'un qui est bien huilé dans l'organisation des compétitions et également dans ce cercle très fermé de la Confédération africaine de football pour prendre davantage des informations sur ces situations actuelles que traverse la Confédération africaine de football avec des décisions qui sont prises et après qui sont rapportées. Oui, à rapporter. Et nous allons parler du mondial. Nous allons parler du mondial 2019 des moins de 20 ans qui se joue actuellement en Pologne. Et l'Afrique a placé 2 sélections en quart de finale. Le Nigeria est rentré au bercail au détriment du Sénégal, vice-champion d'Afrique en titre, qui poursuit la compétition. Et le vainqueur 2019 de la Coupe d'Afrique des Nations U20, le Mali, l'a rejoint en éliminant, en réalisant un grand espoir, il faut le signaler, en sortant l'Argentine. C'est l'une des équipes favorites pour le Graal de cette compétition. C'est au tir au but 5-4 pour les Maliens après un nul, 2 buts partout à la fin du temps réglementaire. Le 8e de finale qui a opposé 2 sélections africaines, le Nigeria et le Sénégal, a tourné à l'avantage des Lionceaux de la Teranga, 2 buts à 1 face aux Fly Eagles du Nigeria. Et rapidement, est-ce qu'on peut retenir à ce niveau que c'est logique que les 2 premiers au niveau continental se signalent de très belle manière à cette compétition? Oui, dans cette compétition, il faut dire que chaque fois que l'Afrique participe,
elle va très très loin. Elle va très très loin. Donc la performance du Sénégal et du Mali ne me ferait guère, ne me dérange guère. C'est l'ordre normal des choses. Malheureusement que le Nigeria était face au Sénégal, sinon on pourrait avoir 3 équipes à ce niveau de la compétition. Mais ce n'est pas bien grave. Je pense que les 2 qui sont à ce niveau nous représentent valablement et ont les moyens de continuer et d'aller très très loin. Ma déception, c'est un peu la France, l'autre pays africain qui n'a pas pu franchir l'étape des 8e de finale. Oui, à suivre. Et demain, le quart de finale qui va mettre aux prises l'Italie avec les Aigrons du Mali, c'est à partir de 17h30 minutes. Et le samedi, on aura la Corée du Sud qui fera face au Sénégal. Et là, vous l'avez évoqué, l'Afrique se signale de très belle manière dans cette compétition de catégorie d'âge. Mais au finish, on n'arrive pas à voir ces jeunes pousses du football africain, ces futurs stars du football africain confirmer tout leur talent dans les sélections seniors. En fait, il faut comprendre que ces joueurs ne sont pas encore trop pros parce que quand vous prenez le meilleur joueur, sinon le meilleur buteur sénégalais, il est toujours dans un club sénégalais. Il est au pays. Sagna, 4 buts, 3, il a fait un triplé notamment lors de la première journée, et puis un but hier contre le Nigeria. Donc, la réussite en football, ça dépend de plusieurs paramètres, plusieurs facteurs. Il n'y a pas que le terrain, il n'y a pas que le foot. Il y a le facteur chance, le facteur travail, le facteur professionnel. Lorsque vous n'êtes plus dans un milieu professionnel assez bien organisé, les choix de carrière aussi conditionnent un peu votre évolution. Vous allez me parler d'un certain Isaac Promise, qui était le capitaine du Nigeria en 2005 au Bénin. C'est vrai que pour cette Coupe du Monde-là, permettez que je vienne un peu en arrière, c'est la Coupe d'Afrique disputée au Bénin. Il n'y avait pas le joueur de Chelsea qui était en cette Coupe du Monde. Michael Obi, il n'était pas au Bénin, mais au Nigeria. Mais Isaac Promise était le capitaine, il était le meilleur joueur de la compétition. Mais aujourd'hui, on ne le retrouve plus. C'est comme ça, ils font des choix de carrière qui ne sont pas bons. Peut-être quand il finit, le joueur se retrouve, c'est vrai aujourd'hui, la Chine et d'autres pays sont l'Eldorado, mais ils vont se retrouver dans un pays, au Bahreïn, dans un pays où il n'y a pas le football. Et donc quand vous allez là-bas, c'est pour de l'argent. À 20 ans, à 21 ans, vous allez faire quoi? C'est là où ces joueurs-là disparaissent du radar du football. Oui, René Sago, oui, le mondial junior suit son cours en Pologne avec notamment ces 2 sélections africaines. Ben oui, il faut dire d'abord bravo à ces 2 sélections parce que ce n'est pas donné d'atteindre cette étape. Et déjà, moi, mon grand vœu, c'est de voir l'une des 2 équipes au moins en demi-finale. Et lorsque vous observez un peu les affiches, je pense quand même que le Sénégal, au vu de sa prestation et de sa bonne forme actuelle, est quand même bien parti pour s'octroyer un des billets en demi-finale, puisque le Sénégal affrontera la Corée du Sud. Cette coréenne a battu l'Afrique du Sud. Ah oui, oui, ben vous savez, le Sénégal aussi a fait quand même une très belle prestation. Mais contrairement au Mali qui est en difficulté face à l'Italie, ça ne va pas être du tout facile. Donc l'équipe sur laquelle je compte beaucoup, c'est plutôt le Sénégal. Voilà. Et il faut noter également que demain s'ouvre en France la Coupe du Monde féminine avec les sélections africaines également. Le Nigeria, il y a le Cameroun, il y a l'Afrique du Sud. Les 3 représentants africains à ce mondial féminin 2019 en France. Et pour descendre tout doucement, quelques informations pêle-mêle à noter. Un tournoi de handball qui va se dérouler ce week-end à Cotonou et qui va mettre aux prises des équipes de différentes générations de handballeurs béninois. Et ce tournoi est intitulé Carrefour des générations et ce sera à sa 3e édition et 12 clubs sont attendus
pour 2 jours de compétition, le samedi et le dimanche, à ajouter également pour boucler la boucle avec vous. Arnaud Akakpo, la finale de la NBA se déroule. Oui, la finale, comme il le dit, c'est un match, ça se joue en 7 matchs et le meilleur sur les 7 matchs-là se qualifie. Aujourd'hui, prend le titre, ça se joue entre Golden State Warriors, tenant du titre, et Portland, qu'est-ce que j'ai dit? Toronto Raptors. Voilà, il faut dire que la nuit dernière, il y a Toronto Raptors qui a surpris Golden State Warriors 123-109, il faut dire, pour cette rencontre-là. Steph Curry a fait 47 points, mais sans Kevin Durant et Thompson, il a été seul sur le match-là. Donc de l'autre côté, c'est plutôt la franchise canadienne de Toronto qui a remporté ce match-là. Donc, ce qui annonce que cette finale ne sera pas du tout facile parce que Toronto, avant d'être là, a éliminé Milwaukee d'un certain Giannis Antetokounmpo, le grec d'origine nigériane. Et donc, ce serait intéressant pour le match à venir du côté de la NBA. L'autre information aussi à retenir, c'est bien sûr pour finir sur la CAF, parce que Ahmad a été interpellé ce matin du côté de la France. Selon plusieurs sites, Foot Mercato, Jeune Afrique, le président actuel de la CAF est impliqué dans une affaire de surcoût. Bon, pourquoi pas peu de pot de vin, comme on le dit dans le jargon, dans une affaire où il a dessaisi un équipementier allemand qu'on ne va pas citer ici pour un autre Français, et donc dont il serait proche des dirigeants. Et donc on parle de 830 000 $, soit environ 450 millions de francs CFA, qu'il aurait, pourquoi pas, perçu indûment. C'était au moment où l'autre secrétaire général qui était en poste c'est elle qui a même sorti un peu en griffe l'affaire, et donc elle n'a toujours pas digéré son éviction de ce poste-là. Ah, mais il faut retenir également que quelques fédérations africaines ou francophones de football ont signé un partenariat également en France avec l'Agence française de développement pour la promotion, le développement du sport sur le continent. Et c'est une œuvre de notre compatriote Jean-Marc Adjovi Bokor qui est dans le conseil présidentiel pour l'Afrique, aux côtés du président Emmanuel Macron. Et fidèle à Kolodia, nous arrivons à la fin de ce numéro. Pour finir, votre mot de fin. Merci une fois encore de m'avoir invité sur ce plateau. J'espère que je serai de plus en plus présent pour le débat. Et je dirais une fois encore merci à tous les internautes et à la prochaine. Arnaud Akakpo, en attendant le duel, le combat des gladiateurs ou des journalistes lors de la finale de la Coupe du Bénin 2019 entre Esaü et votre cher et tendre, je ne veux pas parler d'épouse, mais association sportive du port autonome de Cotonou à Spark. Oui, le mot de la fin, c'est d'inviter quand même les gens pour ce qui est plus urgent. Ce sera à partir de samedi prochain pour la 37e journée, sinon les 37e journées des championnats de football de première et deuxième division. Donc ce sera très alléchant, très épique, parce que les affiches là vont départager. Et pourquoi pas les équipes qui vont espérer prendre le titre ou définitivement voir leur sort scellé pour la descente en division inférieure. Sur le terrain. Pourquoi pas. René Sago, nous sommes à la fin. Et tout comme Arnaud Akakpo, moi, je voudrais souhaiter bonne suite de préparation à nos chers écureuils du côté d'Ifrane, et que cet état d'esprit qui est cher, très cher à Michel Dussuet, cet état d'esprit qui permet à Esaü Football Club, depuis l'entame de la phase retour de la Vitalor Ligue 1 le 6 avril dernier, de réaliser une seconde moitié de saison de très belle facture, seulement 2 défaites à la clé, 2 défaites concédées, 3 défaites avec la dernière, la semaine dernière face à la Jeunesse Athlétique de Cotonou. 3 défaites seulement enregistrées au cours de cette seconde moitié de la saison. René Sago.
Ben, il faut simplement dire pour cette Coupe du Bénin que l'enjeu est de taille. Comme je l'ai dit aussi lors d'une retransmission hier, je voudrais juste souhaiter une bonne chance aux deux équipes parce que nous avons une situation bien précise. L'équipe d'Aspac qui est relativement expérimentée et qui pourrait faire la différence à ce niveau, et l'équipe de Zaïre qui fait son baptême de feu au niveau de cette Coupe du Bénin, mais qui voudrait quand même ramener ce trophée au niveau de la maison. Et pour ce qui concerne les championnats nationaux, parce qu'il faut parler de la Vitalo Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3, je pense que Sani Fataï Abdoul nous a donné les affiches de la Ligue 3 et invité tout le public à pouvoir communier avec toutes ces équipes en lice afin qu'on puisse au soir du 16 juin connaître qui serait champion au niveau de chaque division. Merci à vous et merci, chers amis internautes. Prenons le rendez-vous la semaine prochaine.